Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'IA, de machine learning et plus précisément même de deep learning. On va prendre des réseaux de neurones, décortiquer tout ça, essayer de comprendre comment ça marche et ce qu'on peut faire avec. Attention, c'est pas un tuto de code, aujourd'hui on essaye seulement de comprendre, on fait de la vulgarisation. Allez, générique. J'ai rien de prévu pour faire un générique. Comment ça? Ah non, mais je me fais déjà chier avec le montage, je vais pas en plus faire des génériques. Détends-toi, t'as même pas 200 abonnés, ça va aller quoi. Eh non mais les gars, on a dit qu'on faisait ça bien, on passe pour des cons là. Bon bah, pas générique. Alors déjà, à partir de quand est-ce qu'on parle d'IA? On va parler d'IA dans trois cas particuliers. Quand la machine simule un raisonnement humain à partir de données, donc elle prend une décision à partir de données, quand elle automatise des tâches complexes qui seraient un peu hors de portée pour un humain, et ou quand elle apprend à s'améliorer toute seule. À partir d'une de ces trois conditions, on commence à parler d'IA. Sinon, on est sur un algo classique qui peut être complexe, mais qui ne sera pas de l'IA. La frontière entre l'IA et l'informatique classique est parfois floue. Quand je suis arrivé à Paris en 2005, je bossais dans une boîte qui s'appelait KDP Group, où on avait un gros site à fort trafic, des questions de qualification et des données comportementales qui nous permettaient de qualifier les visiteurs. Et le principe de la boîte était de shooter des campagnes email, et pour ça on avait un système expert qui nous permettait de choisir à quelle personne est-ce qu'on envoyait les campagnes, et en maximisant les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux d'engagement, les réponses positives. Donc on générait soit des leads, soit des ventes. Exemple typique de client, BMW qui fait une journée porte ouverte. Bon, ben, il appelait la boîte pour nous préciser qu'il voulait shooter un mail pour prévenir les gens qui faisaient ça, qu'ils avaient leur événement. Et nous, du coup, notre système nous disait combien de gens est-ce qu'on avait dans la base. Par exemple, avec le client, on définissait une persona typique. Par exemple, CSP+, qui habite à Paris, qui ont une voiture de plus de 5 ans et qui ont déjà déclaré aimer BMW, puisque du coup, on sait qu'en théorie, ça va bien les intéresser. Et le système était capable aussi de proposer des élargissements. Par exemple, on pourrait élargir à la petite couronne géographique, bon, c'est logique, ou on pourrait aussi shooter les mails à des gens qui ont déclaré aimer Mercedes et pas BMW, puisque les gammes sont équivalentes, et donc on aurait sûrement des taux de clics qui seraient moins bons, mais qui resteraient intéressants. À l'époque, évidemment, pas de réseau de neurones, puisqu'on est en 2005, en tout cas, nous, on n'en faisait pas. Ce qu'on avait, c'était une énorme base Oracle dans laquelle on montait toutes les données et tout un tas de scripts et d'algos et de requêtes SQL qui permettaient d'aller faire les comptages et des estimations, etc. À l'époque, on n'appelait pas ça de l'IA, mais le système était déjà capable de prendre en compte les nouvelles campagnes pour améliorer ses réponses et de déterminer quelles étaient les nouvelles questions qu'il fallait qu'on pose aux internautes pour mieux les qualifier en fonction du parcours de qualif qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant. Sur plus de 300 critères, ça commençait à devenir un sacré merdier. Du coup, c'était des if, on va dire, c'était pas de l'IA classique comme on en fait maintenant, mais à l'époque, on appelait ça un système expert. Aujourd'hui, vu que la machine est capable de prendre des décisions basées sur des données et de s'auto-alimenter, de s'auto-améliorer, ça rentrerait très clairement dans le scope de l'IA. Donc, je vais pouvoir dire que je fais de l'IA depuis 2000. Aujourd'hui, on va pas dérouler tout mon CV, on va parler de machine learning et plus précisément de deep learning. Donc le machine learning, c'est ce qui se passe quand on laisse la machine apprendre des choses à partir de données, et le deep learning, c'est une sous-catégorie du machine learning qui est ce qui se passe quand on a un réseau de neurones avec plusieurs couches, puisque du coup l'apprentissage se fait en profondeur. Un réseau de neurones, c'est un ensemble de cellules qui sont indépendantes mais interconnectées, qui reçoivent une valeur, la transforment et la transfèrent à la couche suivante. Chaque connexion entre les neurones a un poids qui contrôle son importance et l'entraînement va modifier les poids des neurones pour rendre le réseau plus efficace. Il y a évidemment des limites au deep learning. Par exemple, il va être assez compliqué de déterminer avec précision quels sont les critères qui mènent à la décision. Donc ça ne permet pas forcément d'analyser les données pour en tirer des insights. Si on veut faire de l'étude de profil, c'est pas comme ça qu'il va falloir faire. C'est pas la méthode la plus efficace en tout cas. Et la deuxième limite, c'est qu'il va nous falloir pas mal de données pour démarrer. On va pas pouvoir le faire avec une base de 10 personnes en pensant que l'algo va réussir magiquement à comprendre tout seul ce qui se passe dans la tête des gens. Il va nous falloir un certain dataset, on verra les volumes plus tard. Un exemple de choses qu'on pourrait faire avec du deep learning, ça va être la création d'un anti-spam par exemple, où en entrée, on va avoir une base avec le nombre de destinataires en copie cachée, le pays d'origine du mail, le fait qu'il contienne des liens ou pas, le fait qu'il contienne certains mots-clés ou pas. Et en sortie, on aura une probabilité de spam du mail, ce qui nous permettra de faire un anti-spam en disant de créer un filtre anti-spam, en disant tous les mails dont le score de probabilité est supérieur à 70% de spam, bon ben tu me les vires parce que globalement c'est du spam.
L'intérêt de ce genre de choses, c'est que du coup, on va pouvoir demander aux utilisateurs après de reclasser les mails en nous disant, ben là, tu t'es trompé, finalement, c'était pas du spam, ce qui va nous permettre petit à petit de détecter les erreurs et donc d'améliorer l'algo de départ, de réentraîner le modèle et d'affiner ses résultats petit à petit. On va prendre un exemple fictif un peu plus parlant, parce que j'ai pas envie de créer un anti-spam là. Ce qu'on va essayer d'imaginer, c'est un système qui nous permet, sur un site de vente, de maximiser les ventes. Donc, c'est un peu le résumé de la semaine de travail d'un e-commerçant. Où on va essayer de déterminer à partir d'un visiteur connecté s'il est dans un process d'acte d'achat ou pas. On va essayer de trouver les critères qui nous permettent de faire ça. Et les gens qui sont pas loin d'acheter, mais quand même pas sûrs, on va leur pousser un code promo. Ce qui fait qu'on va récupérer une partie des gens. Par exemple, on va dire si la probabilité est non nulle mais faible, par exemple si on a moins de 30% de chances d'achat, on pousse un bon d'achat. Donc les gens qui sont au-dessus, on part du principe que la vente va être faite, donc il n'y a pas de raison de perdre de la marge avec un bon d'achat. Et les gens qui sont vraiment pas sûrs, on va les pousser pour les faire acheter, pour générer plus de ventes. On va bosser en direct avec le directeur marketing qui va nous expliquer quels sont les critères d'après lui qui peuvent influencer un acte d'achat. On va dire qu'aujourd'hui il nous a dit que c'était l'âge, le sexe du visiteur, son niveau de salaire, le temps passé sur la page et le nombre de visites que la personne a déjà faites sur le site. Et du coup, on saura à partir de ça, on va prendre une base où on a déjà ces données-là et la personne a acheté ou pas, et ce qui va nous permettre d'entraîner notre modèle pour déterminer la probabilité d'achat du visiteur en cours. Puisque les machines ne comprennent pas les données du vrai monde, il va falloir qu'on les prépare. Les données comme l'âge et le sexe, on va les transformer en numérique. Bon, l'âge, ça en est déjà un. Le sexe, on va juste le catégoriser, donc on va dire 0 pour les hommes et 1 pour les femmes, par exemple. Ça va être la première étape de catégorisation pour les données qui sont les plus simples, entre guillemets. Et pour les données qui sont des valeurs discrètes, comme le salaire, on va prendre, si on a le salaire net dans la base de données, il va falloir qu'on transforme ça en tranches pour que ça soit plus facile à gérer et que l'IA arrive à faire des regroupements. Elle ne le fera pas forcément toute seule. Donc on va dire par exemple qu'on va prendre des tranches par 200 € de salaire à partir du SMIC jusqu'à 2500 €. Plus on fait de tranches, plus on a besoin de données au départ. Si on n'a pas beaucoup de données, il vaut mieux essayer de faire des tranches plus grosses avec par exemple de 0 à 1500 €, de 1500 à 2500 et 2500 et plus. Et si on a beaucoup de données, on peut se permettre des analyses plus fines. Il faut essayer de trouver à partir de quand et jusqu'où ça aura un sens. Ensuite, on va créer l'architecture de notre réseau de neurones. Donc, il y aura une couche à l'entrée, des couches intermédiaires et une couche en sortie. La couche en sortie, dans notre cas, elle aura un seul neurone qui renverra une valeur de 0 à 1, qui sera, si c'est 0,75, ça voudra dire 75% de chance qu'on ait un acte d'achat. Et en entrée, on aura le nombre de neurones qui sont les colonnes de notre tableau. En gros, si on a 5 critères, on aura 5 neurones sur la première couche. Dans le réseau d'exemples qu'on a pris, on a 18 neurones cachés, donc 18 biais et 116 connexions pour un total de 134 paramètres. Pour vous donner une idée de comparaison, OpenAI, on est plutôt sur du 2 trilliards de paramètres, mais de toute façon, c'est pas les mêmes méthodes qui sont appliquées. Ça vous donne juste une idée d'ordre de grandeur. Une fois que l'architecture du réseau de neurones est créée, il va falloir qu'on l'entraîne. L'entraînement du réseau de neurones, c'est l'étape où on lui donne toutes nos données à digérer. C'est long, c'est ça qui coûte de l'argent en fait. C'est qu'en fait, on va lui donner la totalité de notre fichier avec les bonnes réponses. Au départ, on va avoir donc plusieurs couches qui vont s'activer les unes les autres en cascade. L'algo va d'abord déterminer une valeur numérique du coup pour chacun des neurones, transmettre cette valeur en fonction d'un poids, avec un poids du coup vers la couche suivante. Donc la couche suivante qui recevra la valeur d'origine multipliée par le poids plus le biais du neurone actuel. Et on aura ça en cascade jusqu'à la couche finale qui nous donnera une prédiction. Pour chaque neurone, on aura aussi une fonction d'activation qui va prendre la valeur qui arrive en entrée et nous donner une valeur en sortie et qui va permettre de la changer et de la normaliser. Il y a plusieurs types de fonctions d'activation. Il y en a par exemple qui gardent que les valeurs positives, qui renvoient 0 ou 1, qui renvoient de moins 1 à 1, qui renvoient une valeur entre 0 et 1. Ça dépendra de ce qu'on veut faire. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ça va vite vous fatiguer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si la valeur est élevée, le neurone transmettra une puissance plus forte à la couche suivante, puisque chaque neurone est connecté à chaque neurone de la couche suivante, ce qui fait que les données se mélangent. Donc, le processus d'apprentissage, c'est quelque chose qui est assez long, mais qui n'est pas très compliqué.
On va donner des données, le modèle va prendre la première ligne par exemple, la pousser dans l'entrée, faire une prédiction qui sera plus ou moins au hasard. Au départ, ça va être complètement nul. Il va regarder, il va essayer de comprendre avec le jeu, avec le volume, pourquoi est-ce qu'on est loin de la réponse qui devait être la bonne. Et petit à petit, il va ajuster les poids en remontant de couche en couche jusqu'à ce qu'il arrive à avoir des prédictions qui ressemblent vraiment aux données finales. En général, pour faire ça, on coupe le dataset en deux, on garde 80% des lignes qui sont les données d'entraînement et 20% des lignes qui sont des données de test. Le modèle s'entraîne sur 80% des données et essaye ses prédictions sur les 20% restants. Le but de faire ça, c'est que ça évite de tester sur des lignes que le modèle a déjà vues et pour lesquelles il aurait pu apprendre par cœur, entre guillemets, la réponse, ce qui fait qu'on aurait de l'overfitting, un modèle qui est très capable de décrire des données qu'on lui a déjà montrées, mais qui n'est plus capable de faire des prédictions sur des nouvelles de manière fiable. On va réitérer cette action 1 million de fois, ce qui fait que vu que les poids et les biais s'ajustent à chaque fois pour se rapprocher de la vérité, on aura un modèle qui sera vraiment capable de faire des prédictions sur de nouvelles données quand elles arriveront plus tard, de nouveaux visiteurs qu'on veut qualifier. Pour savoir combien de lignes de données il faut qu'on donne à notre modèle pour arriver à avoir un entraînement efficace, il faut en général, on dit qu'une règle empirique, c'est de commencer à 10 fois le nombre de paramètres. Donc avec le réseau qu'on a là, on a à peu près 150 paramètres, donc il faudrait commencer avec minimum 1500 lignes. Sur 1500 lignes, on aura quelque chose de très basique. Autour de 5-6 000, on va commencer à avoir des résultats qui ressemblent à quelque chose. Et entre 10 et 15 000, on va commencer à pouvoir faire du sérieux. Ça dépendra des données que vous avez à l'entrée et de votre maturité, entre guillemets, sur le sujet. Une fois que l'entraînement est terminé et qu'on peut se servir du modèle, on sauvegarde un fichier qui contient l'architecture et les poids et qu'on peut distribuer. C'est comme ça qu'on récupère des modèles en ligne et qu'on peut les télécharger, les utiliser en local ou les installer sur un serveur. On a aussi deux notions à comprendre, c'est les modèles open source et open ways. Alors open source, ça veut dire qu'on a le code qui a servi à entraîner et à créer le modèle, et open ways, ça veut dire que la boîte qui a fait l'entraînement distribue le fichier qui contient l'architecture et les poids. Si on veut, nous, récupérer le modèle, on a besoin que de l'open ways. Si on veut pouvoir le modifier et le faire évoluer à notre sauce, on a besoin du code source. Le fine-tuning, c'est tout simplement l'opération qui consiste à prendre le modèle déjà entraîné, à lui donner un nouveau dataset de données plus précises qui correspondent à votre métier par exemple, et à continuer l'entraînement. On ne le reprend pas de zéro, on repart de là où ça s'était arrêté, et on continue d'entraîner le modèle avec des nouvelles données pour qu'il soit plus précis sur une tâche particulière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous avoue que je suis pas encore super à l'aise avec l'exercice, mais je vais faire de mon mieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me critiquer, me donner des remarques constructives, et n'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup, à bientôt.